Un appel relayé aussi par le chef de l'État français. François Hollande prenait part hier à New York à une réunion consacrée à la crise sahélienne. La France demande qu'il y ait donc au plus tôt une nouvelle convocation du Conseil de sécurité de façon à ce qu'une résolution sous chapitre 7 permette d'organiser cette force et de la mettre en mouvement le plus rapidement possible. Plusieurs diplomates aux Nations Unies ont toutefois fait part de leur scepticisme concernant la mise en place d'une telle force. Ils font valoir que la restructuration de l'armée malienne, préalable à toute intervention, prendra au moins 18 mois et que la CEDEAO n'a pas assez de troupes à fournir à l'opération. En Syrie, la journée a été meurtrière. Au moins plus de 300 personnes ont été tuées. Un constat fait par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et pendant ce temps, aux Nations Unies, le consensus n'est pas encore trouvé pour une intervention militaire, ce qui contribue à accentuer la dégradation de la situation sur le terrain. Alors que les discours se succèdent à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU et que toute initiative en direction de la Syrie demeure impossible en raison des vétos russes et chinois, la situation ne fait que se détériorer sur le terrain. Il est choquant pour l'opinion publique internationale que nous, qui nous appelons le Conseil de sécurité des Nations Unies, ayant été jusqu'ici incapables d'assurer à la fois l'unité de ces nations et la sécurité. Les rebelles ont certes réussi mercredi une opération spectaculaire contre le siège de l'état-major en plein cœur de Damas. 2 voitures piégées conduites par des kamikazes ont explosé à 10 minutes d'intervalle, semant la panique au sein des forces loyalistes à Bachar el-Assad. Le groupe djihadiste Jamaat Ansar el-Islam, qui a revendiqué l'opération, a indiqué avoir bénéficié de la complicité de militaires honorables de l'intérieur des bâtiments. Mais ces opérations ne font qu'enforcer le régime dans sa volonté d'écraser la contestation dans le sang. 305 morts pour la seule journée de mercredi, la plus sanglante en 18 mois de répression. Outre une quarantaine de personnes massacrées à Viabiya, non loin de Damas, les civils morts ou blessés sont recensés partout, à Deir ez-Zor, Hama, Alep, Idlib ou Latakia. L'appel du Qatar à une intervention armée arabe pour soutenir la révolution a bien été discuté à huis clos avec l'émissaire Lakhdar Brahimi, mais elle semble elle aussi impossible en raison de l'absence de capacité militaire et d'un commandement unifié. Face à la double paralysie des Nations Unies et de la Ligue arabe, il ne reste à l'armée syrienne libre, qui commence à manquer de munitions, que d'appeler les soldats loyalistes à la désertion. À New York, le ministre de l'Énergie et des Mines a profité du séjour du chef de l'État pour aller visiter la société Liberté Eco, une société qui exploite des barges flottantes fonctionnant au gaz pour produire de l'électricité. En négociation avec cette société, l'État du Sénégal veut résoudre le problème de l'électricité en misant sur les énergies alternatives. Omar Diaw, Ndeye Diouf. Site de Gowanus, à l'est des États-Unis, particulièrement à New York. Sur les lieux, des barges flottantes supportent de véritables centrales électriques. Les turbines qui génèrent l'électricité fonctionnent au gaz liquéfié. Cette technologie peut constituer une alternative pour notre pays face au déficit de production. Le problème de l'électricité est un problème aigu au Sénégal. D'abord parce que ça nous coûte très cher du fait d'un problème de mix. Et nous sommes en train de négocier avec M. Khan pour qu'il mette à notre disposition une barge en location pour au moins 100 MW qui peut évoluer jusqu'à 250 MW. Et c'est une barge qui fonctionnerait au gaz naturel liquéfié. Avant d'aller sur la barge de production, la délégation sénégalaise a eu un petit briefing accompagné d'une collation avec les exploitants du système. Le dispositif leur a été expliqué de long en large. Les questions sur le fonctionnement, la rentabilité, le stockage et la sécurité ont été abordées. Les perspectives de partenariat avec l'entreprise américaine sont réelles. Nous pensons que dans quelques mois, cette barge que nous venons de visiter sera acheminée à Dakar. Mais mieux, cette barge sera également accompagnée d'un système de dock flottant dans lequel on stocke le gaz. Et ce gaz pourra également, en plus de la barge, être utilisé dans d'autres
centrale de la Sénélec. D'ici 2013, grâce à un tel équipement, le Sénégal pourrait ajouter quelques 300 MW à sa production électrique, ce qui devrait permettre de réduire le gap et même d'envisager la baisse du coût de l'électricité. Les traditions de tolérance et de coexistence ethnico-religieuse ont été magnifiées aux États-Unis. L'exemple sénégalais de coexistence des religions a été cité lors d'une rencontre sur le thème de la liberté des religions, de conscience et la liberté d'expression. La rencontre a été présidée par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Maître Alioune Badara Cissé. Le compte-rendu de Samba Manga. Cette rencontre organisée en marge de l'Assemblée générale des Nations unies par le Sénégal, en coparrainage avec les Pays-Bas et le Canada, a été une occasion d'échange suite au dernier développement d'intolérance de la religion musulmane. Elle intervient dans un contexte de tension dû à la diffusion d'un film blasphématoire sur l'islam. Pour le ministre des Affaires étrangères, si le Sénégal s'implique, c'est parce qu'il est un exemple de tolérance et d'ouverture religieuse. L'exemple du Sénégal a été magnifié pour avoir été un pays musulman à près de 95%, mais qui pratiquement n'en a jamais souffert pour avoir, au cours de ses 52 ans d'indépendance, porté à sa tête pendant 20 ans un président chrétien et une épouse qu'il était. Pendant 20 autres années, un président musulman et une épouse qui était chrétienne. Pendant 12 années, un président qui était musulman et une épouse qui était chrétienne. Et cela a semblé porter l'exception sénégalaise à un autre niveau que nous avons pensé partager avec le monde. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, que les lois relatives au changement de nom de certaines rues, de certains sites, à la reconfiguration dans certains pays d'églises et de synagogues devenues mosquées, ou vice-versa, bien l'intolérance, la liberté des uns s'arrêtant là où commence celle des autres, je pense que le monde nouveau devrait s'ouvrir avec la cessation de la complicité de certains États, sachant qu'en leur sein siègent des intolérants et des terroristes qui portent, somme toute, beaucoup de difficultés, beaucoup de préjudices à l'entente et à la paix dans le monde. Pour Maître Alioune Badara Cissé et pour les autres intervenants, ce 21e siècle est celui du dialogue islamo-chrétien, de l'éradication des clivages interreligieux, de la tolérance. Pour tous les participants à cette rencontre, toutes les religions et croyances apportent de l'espoir et doivent consolider les relations. Ils ont prôné la protection de la liberté des religions et la lutte contre les conflits interreligieux. La journée mondiale de la mer célébrée ce jeudi, une première au Sénégal. Cette célébration coïncide avec le 10e anniversaire du naufrage du Joola, l'occasion pour l'Organisation maritime internationale d'attirer l'attention des États sur la nécessité de miser sur la sécurité du transport maritime. Éric Nimadi. C'est presque tout le Sénégal maritime qui est présent à cette journée mondiale de la mer. En tout cas, vu la diversité des expositions, on peut l'affirmer. Dès son arrivée, le ministre Pape Diouf a visité les stands, une visite guidée qui lui a permis de se faire une idée des efforts fournis par le Sénégal pour la sécurisation de son environnement maritime. Il importe aujourd'hui de mettre l'accent sur la prévention, c'est-à-dire faire en sorte que ceux qui conduisent les navires soient qualifiés pour les conduire. Non seulement qu'ils soient qualifiés pour les conduire, mais également qu'ils respectent les règles de veille et de quart. Les règles de veille et de quart font en sorte que vous restez vigilants et que vous ne vous endormez pas sur vos lauriers. Rester vigilant signifie aussi pour les administrations que nous sommes, nous et la ASMAN ainsi que d'autres, de vraiment mettre en œuvre des mesures de prévention, de suivi et de contrôle. Cette exposition entre dans le cadre de cette première journée mondiale de la mer célébrée par notre pays. Le thème cette année, OMI 100 ans après le Titanic, une manière pour l'Organisation maritime internationale d'inviter les pays membres à placer la sécurité au cœur du développement du transport maritime. En effet, les gens de mer évoluent dans un milieu hostile, car le navire, au-delà d'un lieu de travail, devient un cadre de vie. La navigation maritime est exposée à de multiples dangers liés aux aléas de la mer, à la présence souvent de navires sous normes et à menaces continues de pollution marine par le transport d'hydrocarbures. Mesdames et messieurs, le thème, le Sénégal maritime, défi, innovation et perspective, constitue un axe de réflexion pour jeter un faisceau de lumière sur nos propres réalités, afin d'évaluer le chemin parcouru depuis le malheureux naufrage du Joola et d'identifier les pistes d'amélioration
qui nous permettront de répondre à l'attente et aux obligations de notre pays dans son espace maritime. Au Sénégal, le transport maritime occupe une place de choix dans l'économie nationale. Il constitue à lui seul près de 95% des échanges commerciaux de notre pays, selon le ministre de la Pêche et des Affaires maritimes. La communauté internationale a célébré ce 27 septembre la journée mondiale du tourisme sur le thème tourisme et énergie durable. Propulser le monde durable, le secrétaire général des Nations Unies dans son message a plaidé pour un tourisme viable. Selon Ban Ki-moon, le tourisme pensé et géré de manière responsable peut participer activement au développement durable. Dans ses dimensions économiques, sociales et écologiques, le secrétaire général de l'ONU estime que le tourisme constitue une vitrine idéale pour promouvoir la viabilité écologique, la croissance verte et le combat contre les changements climatiques. La maîtrise de l'eau, socle d'une agriculture performante et compétitive, le sujet est au cœur d'un débat entre les acteurs agricoles et la tutelle. C'est au cours d'un atelier de partage et d'éclairage que la problématique a été posée, un atelier qui démarre la série de 5 rencontres qui, à terme, vont aboutir à l'élaboration d'un programme agricole quinquennal Pendabo. Les pouvoirs publics s'engagent à faire de l'agriculture le moteur du développement économique et social. Cependant, le secteur reste confronté à des difficultés majeures qui plombent son envol. Parmi ces difficultés figure en bonne place la maîtrise de l'eau. Une ressource qui pourtant existe en abondance aussi bien en surface qu'en profondeur. Le problème est à donc chercher au niveau de la valorisation. La maîtrise de l'eau est un enjeu assez fondamental au Sénégal. Nous sommes un pays agricole. Plus de 60% de la population vit des activités de production agricole. Et par contre, 90% des exploitations agricoles sont adossées à la pluviométrie. Et nous sommes dans un pays sahélien où il pleut pas du tout, en tout cas peu. Les pluies sont généralement mal réparties et nous n'avons aucune maîtrise sur ces pluies. Et c'est ça qui fait qu'il y a une grande vulnérabilité, une précarité du point de vue des revenus obtenus par les agriculteurs. Une des solutions essentielles qui pourrait renverser la tendance serait alors la pratique de l'irrigation. Le Sénégal a des potentialités, des dotations factorielles assez importantes en matière de ressources de l'eau. 35 milliards de mètres cubes d'eau renouvelables par an, dont 31 milliards en eau de surface, 4 milliards d'eau souterraine renouvelables. Et sur ce créneau des eaux souterraines, les 4 milliards de mètres cubes, seuls 5% de la ressource est mobilisée actuellement par tous les forages réalisés au Sénégal. C'est dire donc qu'il y a une marge de progression assez importante pour le Sénégal. Et cette maîtrise de l'eau, aujourd'hui, est envisagée sur ces deux pieds. Développer l'irrigation à partir des eaux de surface, les fleuves, les lacs, et développer aussi la maîtrise de l'eau à partir des eaux souterraines. C'est ainsi que l'État, conscient de cette situation, entend mettre en place une bonne stratégie, un travail qui ne se fera pas sans le décideur de la sous-région. L'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ne peut qu'être disponible, disponible, intéressée aussi. Il nous faut aujourd'hui exploiter, mettre en valeur ces ressources pour pouvoir porter notre agriculture vers une rampe de développement irréversible. Cette présente rencontre est la première d'une série d'ateliers pour l'élaboration finale d'un plan agricole quinquennal. Le Sénégal soumet sa candidature à l'ITIE. C'est une norme mondiale en matière de transparence dans la gestion des ressources naturelles. L'objectif est de faire profiter de l'exploitation des ressources naturelles à toutes les populations. Le processus au cours d'un atelier organisé par le ministère de l'Énergie et des Mines, Oumou Baldé. Le paradoxe pays riche, population pauvre est une réalité dans bon nombre d'États africains. Cela peut s'expliquer en grande partie par le manque de transparence dans la gestion des ressources naturelles. Pour corriger ce manquement, l'ITIE, la norme mondiale en matière de transparence du secteur extractif, se propose comme outil de référence. Une quarantaine de pays l'ont mise en œuvre. Le Sénégal s'apprête à faire de même. Il s'agit aujourd'hui donc de partager les informations sur ce que c'est que l'ITIE. Le processus, le mode de gestion de ce processus et les critères et les principes
élaboré au niveau du secrétariat international pour que nul n'en ignore, afin que dans la séquence temporelle indiquée, c'est-à-dire en fin 2014,